Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Wimmer, une consoeur que j'ai rencontrée il y a quelque temps déjà sur les réseaux. Fanny est une très belle personne passionnée par son métier et surtout passionnée par l'humain. Et je suis plus que ravie d'avoir pu échanger avec elle sur son expertise. L'Ikigai, un outil que j'ai découvert et que je trouve incroyablement intéressant. Fanny, avec sa passion pour cet outil, est devenue experte dans son domaine en créant sa propre méthode. Elle a déjà accompagné une centaine de personnes à trouver ou retrouver un sens dans leur vie pro et perso. Et elle a accepté aujourd'hui de discuter de cet outil fabuleux pour vous aider à l'utiliser dans vos sorties de zone de confort. Alors si vous vous questionnez sur vos habitudes, votre confort, votre travail ou simplement parce que cet outil vous intéresse, je vous invite vivement à rejoindre notre discussion. Belle écoute! Bonjour Fanny, je suis super heureuse de pouvoir te recevoir en tant qu'invitée sur mon podcast aujourd'hui. Bonjour Émilie, un grand merci à toi, de ton invitation. Je suis ravie d'être, ici avec toi aujourd'hui aussi. Alors écoute Fanny, je t'ai demandé de venir en tant qu'experte sur mon podcast pour parler d'un outil que tu utilises très souvent. Je le vois très souvent sur les réseaux, ça s'appelle l'Ikigai. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu l'utilises comme outil et tu formes les gens à l'Ikigai? Oui, bien sûr. Alors, déjà pour me présenter, je suis Fanny, Wimmer et aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner des personnes, dans leur, évolution, on va dire, personnelle et ou professionnelle. Et pour ça, j'utilise plusieurs outils, alors comme l'ikigai, bien sûr, que tu as cité, mais également, la sophrologie, l'hypnose, le coaching, ou la psychologie que j'étudie, actuellement, à l'université, parce que j'aime pas m'ennuyer. Et pourquoi, autant, d'outils? Pourquoi j'utilise tous ces outils? Parce que pour moi, plus on se connaît, plus on a le pouvoir en fait de faire des choix, pour vivre une vie heureuse. Et pour moi, c'est important de transmettre des clés, aux personnes que j'accompagne pour leur permettre de comprendre leur fonctionnement. Et moi, ce que j'aime, c'est transmettre des outils simples pour qu'elles puissent passer, à l'action, comme l'ikigai. Et du coup, alors qu'est-ce que ces fameux ikigai, comme tu, m'as posé, cette question. Alors l'ikigai, il faut savoir qu'à la base, c'est une philosophie japonaise ancestrale. Si on revient vraiment, à l'étymologie du mot ikigai, c'est donc composé de 2 mots, japonais. Donc on a iki, qui signifie être en vie, être en mouvement, et gai, qui signifie, qui vaut la peine d'être vécu. Alors tu vois, si on met tout ça bout à bout, ça donne, la vie en mouvement qui vaut la peine d'être vécue. Et nous en français, on l'a traduit par raison d'être. Waouh! Alors waouh! Effectivement, waouh! On perd un petit peu de sens, je trouve, quand même dans cette traduction. Raison d'être, pour moi, c'est un côté très passif, alors que l'ikigai, il est, actif, il est en mouvement, il évolue avec nous. Et d'après les Japonais, du coup, alors c'est quand même une super bonne nouvelle pour toi, Émilie, et pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que d'après, les Japonais, tout le monde possède un ikigai. Vraiment l'ikigai, la raison d'être, il y en a qui l'appellent aussi mission de vie, enfin en tout cas le sens qu'on met, à sa vie, c'est quelque chose que tous les individus possèdent. Et cet ikigai en fait a été occidentalisé sous la forme d'outils de connaissance de soi, et c'est sous cette forme-là que je l'utilise du coup dans mes accompagnements. Donc vraiment la version plutôt occidentalisée, plutôt, connaissance de soi, plutôt développement personnel.
et je me suis formée à cet outil-là, en fait, parce que, de plus en plus de personnes venaient à moi, donc en tant que sophrologue, praticienne en hypnose, avec des problématiques de perte de sens, de mal-être, de sentiment d'inutilité et je sentais que, avec les outils que j'avais, bien évidemment, je les accompagnais, mais je sentais que j'avais envie de les accompagner encore un petit peu plus loin. Vraiment de prendre le temps de creuser un petit peu plus, vraiment ce qui faisait sens dans leur vie et à ce moment-là, en fait, du coup, c'était en 2021 si je me trompe pas. Je me suis formée du coup, à cet outil, de l'ikigai. Puis, avec le temps, j'ai créé ma propre méthode, au fur et à mesure, de mes accompagnements, parce que j'ai eu la chance d'accompagner à la révélation de plus de 100 ikigai, aujourd'hui. Oh waouh, félicitations! Waouh! Et ouais, ça fait, quelque chose quand on se dit C'est ça. clair. Heu et en plus de ça, ce qui est merveilleux, c'est que, l'ikigai, il est propre à chaque être humain. Le sens que chaque personne va y mettre, est très personnel, et du coup, j'ai vraiment de la chance, qu'on me fasse confiance pour, accompagner à la révélation de ces ikigai-là et je me suis vite aperçue que moi, toute seule, j'allais pas pouvoir accompagner à la révélation de tous les ikigai, de la terre entière. Et c'est ce qui m'a donné envie de former, des professionnels de l'accompagnement à ce bel outil, pour, contribuer aussi à ma mission, à mon ikigai, de faire en sorte, que les gens soient plus épanouis dans leur vie, professionnelle et personnelle. Bien sûr, c'est hyper intéressant parce qu'à t'entendre et du coup, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, je vois aussi, Fanny à l'heure actuelle quand on enregistre et quand elle en parle, quand tu en parles, tu as le sourire. Je sens vraiment que c'est ton truc et que tu es alignée avec ça, c'est super chouette. Oui, effectivement, alors moi je trouve que dans l'accompagnement, ce qui est vraiment beau en fait, c'est, justement, de permettre aux personnes de mettre en lumière, ce qui est important pour elles en fait finalement. Parce que je trouve, que malheureusement, on nous apprend pas à le faire déjà pour commencer et puis, prendre le temps, c'est pas quelque chose, qui est très habituel, dans notre société actuellement et justement prendre ce temps-là pour se poser des questions, pour faire un temps de pause, pour faire alors je vais l'appeler un bilan de soi un peu. Qui je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je pourrais, me sentir utile? C'est quelque chose déjà qui permet d'arrêter, de subir sa vie déjà, et puis, de se dire: «Mais finalement, est-ce que je cours après quelque chose qui me convient? Ou est-ce que je cours après, quelque chose que je pense me convenir ou qui est peut-être plutôt de l'ordre, de l'injonction de la société ou de rentrer dans les cases et finalement, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? C'est des questions très philosophiques tout ça, mais Bien sûr. on se les pose pas souvent finalement. C'est vrai et puis c'est des questions essentielles. Moi qui ai fait des études en philo, la question du bonheur, il est elle est là depuis l'Antiquité avec Platon, les présocratiques, tout ça, et la recherche du bonheur, c'est «le but d'une vie» entre guillemets et en même temps, quand on se pose cette question-là, ça peut aussi générer une pression de se dire: «Mais on est obligé d'être heureux. Si on n'est pas heureux, notre vie, elle est nulle» et je trouve ça super qu'il y ait des outils concrets. Parce que réfléchir en termes philosophiques, mentalement ou à travers des accompagnements, puisqu'on est consoeurs aussi, en sophrologie ou en hypnose ou, en PNL aussi ou avec plein d'autres outils. Quand on réfléchit en conscience avec sa tête, c'est moins concret parce que c'est abstrait dans la tête. Alors que là, avec l'ikigai, si je comprends bien, c'est visuel, c'est concret, c'est ça? Complètement, en tout cas, cette version occidentalisée, elle a été mise sous la forme, de cercles entrelacés. Et en fait, du coup, c'est très visuel parce qu'on voit que les cercles s'entrelacent, donc à la recherche d'une forme d'équilibre, justement parce que si un cercle prend trop de place, ça provoque un déséquilibre et du coup notre ikigai au milieu, n'apparaît plus puisque les cercles ne sont plus entrelacés. Et ça permet, en tout cas ces 4 cercles de l'ikigai, hein, qui sont les piliers de cette philosophie-là, ça permet de se poser, des questions importantes, en tout cas de faire le tri dans ce qui est important pour nous ou pas. Je vais quand même les citer ces 4 cercles parce que c'est important Oui, de j'allais savoir te le de quoi on demander. parle du coup. Donc le premier cercle, c'est ce que j'aime, donc en dehors, de lister ce qu'on aime, ce qui est plutôt sympa, et qui est pas une question si facile que ça, hein, finalement, de ce qu'on aime, véritablement. L'idée, c'est aussi d'aller chercher pourquoi on aime ces choses-là
choses-là, et du coup, ce qui participe à nos motivations dans la vie. Donc ça, c'est le premier cercle. Le Essentiel. essentiel, mais pas si simple parce que finalement, quand on se pose la question: «Qu'est-ce que j'aime?», soit on aime beaucoup de choses, soit il y a beaucoup de personnes qui me disent: «J'aime pas grand-chose». Mais finalement, pourquoi on aime beaucoup de choses ou pas grand-chose? On se pose rarement la question. Donc Mmh. ça permet en tout cas de comprendre, de mieux se comprendre du coup, de comprendre ce qui participe à nos motivations. Le 2e cercle, c'est plutôt autour de nos forces et nos talents, de ce pourquoi je suis douée. Parce que si en général, on est très fort pour savoir ce pourquoi on n'est pas doué, les choses qu'on pourrait mieux faire, tout ce qu'on sait pas bien faire. Mais en revanche, quand, je pose la question de: «En quoi tu es doué?», bah, la personne, soit il y a un petit mouvement de panique, soit elle va me citer deux-trois choses, mais en me disant: «Je suis pas sûre d'être si douée que ça», enfin voilà, il y a un petit côté très modeste, et l'idée vraiment, c'est d'aller, bah, remettre en lumière, les talents de la personne parce qu'on a tous et toutes des talents incroyables, qui demandent qu'à s'exprimer et justement, pour moi, c'est important de mettre en lumière ces talents-là parce que plutôt que de chercher toujours à faire plus, de chercher toujours à changer, c'est aussi l'occasion de voir, bah, ce qui peut être réutilisé. Parce qu'on fait déjà des choses très, très bien, mais on n'en a pas souvent conscience donc ce cercle, il est très important, pour ça. Le 3e cercle, là, on rebascule encore, hein, à la frontière, plus avec la philosophie, avec la question de quoi le monde a besoin et surtout, comment je peux contribuer au monde? Ça, c'est très lié au sens et aux valeurs, qui sont, bah, fondamentales, hein, pour se sentir, bien dans la vie, d'avoir une vie, la plus équilibrée possible, on va dire. Donc ça donne, en général de bonnes prises de conscience ou en tout cas des grilles de lecture de pourquoi ça fonctionne pas pour moi, certaines choses, donc quand il y a des petits conflits de valeurs. Et le 4e cercle, il est essentiel dans la philosophie, de l'ikigai. Il est lié au travail ou en tout cas ce qu'on va appeler travail, plutôt les activités. En tout cas, voilà, quelles activités, je peux faire, je pourrais faire au conditionnel, activités, rémunérées ou pas. Parce que voilà, enfin l'ikigai, tout le monde en possède, hein, même quand on est, retraité ou quand on ne travaille pas. Mais c'est très lié autour de l'activité. Comment je peux me rendre actif en utilisant, bah, mes motivations, mes talents, le sens, les valeurs, tout ce qu'on a pu, voir avant et du coup, une fois qu'on a exploré ces 4 cercles, en général, on en connaît un petit peu plus sur soi et bah, le 2e effet qui est plutôt sympa, c'est que ça renforce la confiance en soi. Quand on sait sur quoi on peut, voilà, on peut capitaliser, ce qu'on peut utiliser, dans tous les moments, bah, en général, c'est un petit peu mieux quand même pour se mettre en mouvement. Bah, ouais, c'est clair et du coup, tu as fini, toute ton explication. Je te remercie beaucoup pour ça, c'est très clair. J'espère que pour, celles et ceux qui nous écoutent, c'est tout aussi passionnant que ce que moi je ressens à ce moment-là. Tu parles de mise en mouvement, c'est pile le sujet, de l'épisode, les sorties de zone de confort, ou pas. Il y a des gens aussi qui sont OK dans leur confort, hein, et peut-être même que ça se voit dans l'ikigai. Comment justement, une fois que la personne elle a fait, ce travail, concret avec ses cercles, de manière visuelle, elle peut ensuite se mettre en mouvement? Parce que les feuilles, elles vont pas marcher, c'est la personne qui va marcher. Complètement. Alors, c'est très juste ce que tu dis, hein, c'est la personne qui va choisir de se mettre en mouvement ou pas déjà. C'est un choix qui est totalement personnel. L'idée de l'ikigai, c'est pas forcément de tout changer ou de tout révolutionner. C'est aussi parfois de se rendre compte des choses qui fonctionnent plutôt pas mal pour soi et éventuellement de les optimiser ou de mettre le curseur au bon endroit pour qu'elles nous apportent encore plus de satisfaction. Il arrive aussi que, l'ikigai, enfin, en tout cas, moi, j'aime les choses assez imagées, tu l'auras compris. Moi, j'aime dire que l'ikigai, c'est un peu comme une boussole. C'est-à-dire que, quand tu te poses des questions dans la vie, quand tu dois faire des projets, quand tu dois faire des choix de vie, hein, travail, déménagement, couple, peu importe, mais des choix assez impactants, tu peux les faire, au travers de ton ikigai. C'est-à-dire que tu peux te poser la question: «Est-ce que ça me permet d'aller plutôt vers mon ikigai, donc ma raison d'être? Ou au contraire, est-ce que ça me permet de pas y aller du tout? Est-ce que ça entrave ma raison d'être?» Et ça permet de se mettre en mouvement parce que si on prend conscience qu'en faisant ce choix ou qu'en restant dans notre situation, on va à l'encontre de notre ikigai,
Bah, en général, alors c'est pas très agréable, hein, bien sûr, hein, cette constatation, cette forme d'inconfort, mais ça permet en général, bah, d'en sortir ou d'avoir envie de s'en sortir ou de mobiliser des ressources, pour s'en sortir éventuellement un jour. Mais ça passe toujours, pour moi en tout cas, ça passe toujours par une prise de conscience et l'ikigai, ça permet ça. Mmh, OK, donc du coup, l'ikigai serait un outil permettant plein de choses, notamment, les prises de conscience dans un travail personnel, introspectif, par exemple? Totalement, c'est exactement ça et également, parfois, il arrive, même très souvent, que, des envies naissent, des projets, apparaissent. Alors, c'est moi, franchement, j'adore observer ça, la mise, en route, en tout cas, ou déposer la graine d'un projet et c'est d'autant enfin, en tout cas, le sens, hein, pour moi, il est d'autant plus fort quand je vois, bah, des personnes qui commencent à écrire un livre ou d'autres qui s'autorisent à se lancer dans une activité, ou d'autres qui, continuent leur travail, mais le font d'une autre manière qui leur convient le mieux et ça, en tout cas, en tant qu'accompagnante, c'est vraiment beau, à voir. Ouais, c'est clair. Ça, je comprends totalement, ce que tu es en train d'exprimer. Et du coup, tu as un petit peu parlé du fait qu'on pouvait renforcer l'estime de soi, notamment quand on travaille avec les valeurs, les croyances aussi, j'imagine, l'un et l'autre vont ensemble. Tout à fait. Comment la suite logique de l'ikigai, elle se fait, par rapport justement à l'estime de soi, la confiance en soi, les croyances et le fait de s'autoriser à une fois que tout est clair, bah, s'autoriser à se lancer? Est-ce qu'il y a un travail, complémentaire avec d'autres outils ou est-ce que l'ikigai, pardon, suffit? Alors tout dépend de, la prise de conscience, de l'envie, d'évoluer, de progresser. Alors ça peut se faire avec d'autres outils, parce que, alors avec moi ou d'autres personnes bien évidemment, parce que forcément, bah, quand on fait un peu son bilan, de soi, de ce qui est important pour soi, il arrive très souvent qu'on mette le doigt sur, des choses, des blocages, des choses qui difficiles qui ont pu intervenir dans la vie de la personne et parfois ça nécessite, bah, du coup de se faire accompagner, par quelqu'un d'autre, en psychothérapeute ou autre. Donc le travail du coup se poursuit pas avec moi forcément, parce que je ne suis pas psychothérapeute. Et ça peut aussi, bah, notamment, pour toutes les questions liées au travail, il peut arriver aussi que la personne du coup, se lance par exemple dans un bilan de compétences, voire s'adresse à un psychologue du travail derrière, pour justement, bah, continuer, vers son évolution ou en tout cas creuser ce sujet-là. Et puis, bah, à la fin, de l'ikigai, il arrive aussi, que certaines personnes expriment, l'envie, le besoin de se lancer dans un projet et on peut être amené, à la toute dernière séance à faire un plan d'action sur, comment on se lance dans le projet. OK, chouette. C'est hyper intéressant parce que tu as parlé du mot bilan de compétences et c'est vrai qu'avant de t'écouter parler de ce fabuleux outil, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est fabuleux, j'avais l'impression que l'ikigai, c'était un peu une forme de bilan de compétences, figure-toi. C'était l'idée que j'avais de cet outil. Je me rends compte que c'est bien plus que ça, au final et du coup, ça m'amène, une question, que j'aimerais te poser sur si, en face de toi, il y a des personnes qui souhaitent, se mettre en mouvement. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à travers, cet outil de l'ikigai, par exemple? Alors, ce que je pourrais leur conseiller déjà, c'est de prendre leur temps. Pourquoi? Parce que, bah, quand on est dans l'inconfort, on veut des réponses immédiates. On peut parfois même faire des choix, un peu radicaux, un peu en fuite, pour, en tout cas pour, partir d'une situation qui nous convient pas et justement de prendre le temps, d'observer, ce qui a pu ressortir de cet ikigai, pour faire des choix conscients. Je pense que c'est hyper important et puis aussi, de se poser toujours la question de pourquoi on a envie de se mettre en mouvement. Quel est l'objectif là derrière? Est-ce que c'est pour aller vers quelque chose de différent? Pourquoi? Est-ce que c'est pour sortir d'une situation qui ne nous convient pas? OK, qu'est-ce qui ne convient pas? Ou est-ce que c'est pour évoluer? Auquel cas, vers quelle direction on a envie d'évoluer? Mais vraiment de prendre ce temps d'arrêt avant de se jeter justement absolument, dans le mouvement et dans le changement, de se poser toujours cette question du pourquoi. Pour moi, le pourquoi, alors les personnes que j'ai accompagnées en ikigai, je pense qu'elles vont rire en écoutant cet épisode, mais le pourquoi pour moi, il est essentiel. Vraiment toujours se poser la question: «Pourquoi on a envie de faire les choses?» Et il y a pas de bon ou de mauvais pourquoi, mais en prendre conscience, ça permet, bah, avant de se lancer tête baissée,
et je suis quelqu'un de très fonceur, hein, donc je sais de quoi je parle. Mais avant de se lancer tête baissée, justement, de savoir vers quoi on va, ça permet de gagner beaucoup de temps et d'énergie et justement, en ayant fait son ikigai, en général, on a quand même beaucoup de pistes sur, ce qui nous convient le mieux, donc autant rentabiliser l'effort. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. OK, super et c'est vrai qu'avec toutes ces questions, parce que j'avais très, très envie de connaître vite la réponse sur ce que c'était que l'ikigai, j'ai oublié de te poser, la question essentielle, au début, entre guillemets, de l'épisode. C'est pour toi, c'est quoi une zone de confort et une sortie de zone de confort? Et justement, à partir de cette, réponse, l'ikigai, tu le placerais où? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. Je te remercie du coup, de ta question parce que pour moi, la zone de confort, il y a plusieurs choses. Je dirais que la zone de confort, ça peut être autant du bon confort, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose, qui nous maintient en bonne santé, qui nous permet de nous épanouir, mais ça peut également être une forme de confort inconfortable. Quelque chose qui, au contraire, va nous endormir un petit peu. Quelque chose qui va aller à l'encontre du mouvement et pour moi, c'est tout à fait normal d'aimer le confort, hein. Moi, la première, j'adore, le confort. Je trouve que le confort, il est très lié à la sécurité, du coup, donc à nos besoins, primaires. Mais c'est important, je pense, d'identifier ce qui nous fait véritablement du bien dans le confort et ce qui nous en fait pas. De se poser la question de, bah, où je mets le curseur et je dirais pour moi le curseur, c'est est-ce que ça nous permet d'avancer ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui, bah, nous maintient un peu statiques quoi, qui nous endort un petit peu? Enfin en tout cas voilà, c'est ma définition en tout cas de la zone de confort et pour moi, bah, là forcément si on définit une zone de confort, il y a la zone de confort et ce qui n'est pas la zone de confort par la force des choses et l'ikigai, bah, ça permet je pense de renforcer sa zone de confort. Puisque en mettant des mots sur ce qui nous convient, sur ce qui nous fait vraiment du bien, sur ce qui nous donne envie de nous mettre en mouvement, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ça permet justement, bah, de la renforcer, de faire le tri entre ce qui est vraiment du confort et pas du confort et pour ce qui pourrait être d'une éventuelle sortie de zone de confort, bah, de se rassurer sur, bah, nos capacités, sur quoi on peut compter en toutes circonstances, quand tout va bien, mais aussi quand tout ne va pas bien, quand il y a une forme d'inconfort. Donc je dirais, c'est vraiment renforcer la zone de confort pour en sortir ou pour, la faire grandir, hein, selon, les points de vue. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop le côté sortie, qui préfèrent élargir, la zone de confort. Moi, je sais pas trop me situer là-dedans, donc voilà, je cite les 2. Mais pour ça, en fait, en tout cas pour moi, pour que ce soit fait de la meilleure manière, cette sortie ou cette sortie, pardon, de zone de confort, bah, c'est important justement de pouvoir savoir sur quoi on peut compter, d'avoir une bonne confiance en soi, une comme tu le citais, une meilleure estime de soi et au final, bah, avec l'ikigai, on sait sur quoi on peut s'appuyer, en fait. C'est comme si on avait un super pouvoir ou comme si on avait un code pour tricher un peu, parce qu'on sait sur quoi on peut s'appuyer, du coup. Ouais, c'est vrai et du coup, en un sens, c'est super rassurant, quel que soit le choix de la personne, que ce soit du renforcement d'une zone de confort ou d'une sortie ou même, toute autre chose finalement. Ça rassure, en fait. Bah, totalement, parce que tu sais que, bah, si ça se passe pas bien, tu as des ressources Mmh. et ça, enfin, c'est pas forcément quelque chose, qu'on se dit, notamment quand on doit faire une sortie, de zone de confort. C'est en général, enfin, ça dépend de notre taux d'anxiété, je dirais, mais c'est qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait, très mal se passer? Ou qu'est-ce qu'il faut que je prépare pour que ça ne se passe pas mal? Mais c'est rarement sur quoi je peux compter pour que, s'il se passe quelque chose d'inhabituel, je ne sois pas trop déstabilisée. Mmh. OK, c'est hyper intéressant, j'adore. Pendant que je t'écoutais parler, j'étais en train de me dire: «Mais il faut à tout prix que je me forme à l'ikigai». Ah vraiment, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce qu'en tant que praticienne également, j'imagine vraiment en fait le processus, de réflexion que la personne a
et où l'ikigai se place et ça a une pertinence énorme, quel que soit le choix ou la j'aime pas dire problématique, moi je dis situation de vie, donc je préfère dire quelle que soit la situation de vie qu'a la personne, heu, à partir du moment où tu mets l'ikigai dans ta vie, on va dire ça comme ça, et bah, en fait, c'est comme un arbre qui fleurit avec plein de branches, quoi. Tu vois, Complètement. je vois ça, en fait. Et c'est très juste ce que tu dis justement avec plein de branches. J'aime beaucoup cette image parce que l'idée de l'ikigai, c'est pas que ce soit quelque chose d'enfermant. C'est pas: «J'ai trouvé ma raison d'être, trop cool, je peux m'en faire, un beau drapeau ou un truc et puis voilà, c'est fini». Non, c'est vraiment l'idée, c'est d'ouvrir en fait, de s'ouvrir à différentes possibilités, qu'elles soient immédiates ou pas. De s'ouvrir à différentes façons de voir les choses, de s'ouvrir aux expériences et de s'ouvrir à une vie un peu plus en conscience finalement. On est vraiment dans cette ouverture, dans quelque chose de plus grand plutôt que quelque chose d'enfermant, donc j'aime beaucoup l'idée de l'arbre qui fleurit. Je te la laisse. J'aime. Mais oui, effectivement, tu disais, tout à l'heure, alors je pense que je dirais pas les bons mots, mais tu disais que, par exemple, une personne pouvait, garder le même corps de métier, mais ne pas l'appliquer de la même façon et donc du coup, ça prouve bien que cette personne-là en question, elle s'enferme pas juste dans une seule chose, mais grâce à cet outil, fabuleux, entre parenthèses, heu, elle peut, ouvrir, son regard et ses branches pour, essayer de réfléchir à une autre façon de faire son métier, finalement. Complètement et j'ai plusieurs exemples, hein, hyper intéressants, dans les personnes que j'ai accompagnées, de personnes qui, font des métiers, passion notamment, et qui, avaient l'impression que leur flamme s'éteignait un petit peu et finalement, la réponse ça a pas été, «Mon métier ne me passionne plus», mais la manière d'exercer mon métier, ne colle peut-être pas avec mes valeurs, ne colle peut-être pas avec mes talents, ne colle peut-être pas avec mes motivations et du coup, en général, hein, la question que la personne se pose dans ces moments-là, c'est comment? Du coup, on n'est plus dans le pourquoi. Comment on peut faire, en fait, pour que ça colle avec ça? Et la réponse, c'est que tout est possible aujourd'hui. On est en 2023, on peut encore inventer plein de manières, d'exercer nos métiers. Il y a plus véritablement de frontières physiques, enfin, sauf dans les métiers manuels et encore on peut expédier le résultat. Mais aujourd'hui, il y a plein de possibilités, en fait. On n'est pas obligé d'exercer un métier, de la même manière que les personnes qui nous ont formés ou de la manière la plus classique et on peut aussi, apprendre à, comprendre et à exprimer ses besoins. Parce que Mmh. parfois, c'est tout simplement ça, c'est comprendre et exprimer son besoin et il est pas toujours refusé en face, hein. Parfois, c'est même pas du tout changer de métier, c'est juste l'adapter, à ses besoins. C'est très juste. Il y a une question qui me vient, là, comme ça, que je m'autorise à te poser. Je m'interroge sur, la pertinence de l'ikigai dans la gestion des émotions. Est-ce que tu pourrais, m'en parler un petit peu, enfin nous en parler pour les auditeurs et les auditrices? Alors bien sûr, enfin, je pense que dans tout ce qui est, gestion des émotions, régulation des émotions, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension et souvent, quand il y a une émotion, il y a un message derrière, il y a un besoin, il y a une envie, enfin, il y a quelque chose derrière. Et pour moi, plus on se connaît, plus on arrive facilement à mettre des mots sur des ressentis, agréables ou désagréables, hein. Mais bon, en général, on est humain. On cherche plutôt, voilà, c'est quand on arrive dans le désagréable qu'on a besoin de mettre des mots. Justement, ça permet, de mieux se comprendre, ça permet de faire de meilleurs choix et ça permet, éventuellement d'exprimer ses besoins. Et ça, enfin pour moi, c'est très en tout cas, je pense que ça rajoute un super pouvoir, en tout cas, dans la compréhension de soi. Ouais, bah, ouais, c'est vrai que c'est assez logique finalement parce que quand on se connaît, quand on dit souvent que quand on est aligné avec soi-même, on a plus de facilité à exprimer très juste c'est exactement ce que tu disais très justement, ce qu'on vit parce que vu qu'on est aligné, on est OK avec le fait de l'exprimer et donc du coup, bah, l'ikigai si on sait, ce qu'on vaut, ce qu'on est, le mot que je cherche c'est, hem, ce qu'on est amené à faire, si on s'autorise à le faire et bah, on sera du coup logiquement, si je dis pas de bêtises, plus à l'aise avec le fait d'exprimer les choses, c'est ça? Complètement. Alors après, bien sûr, ça peut prendre du temps, parce que, alors là, aujourd'hui, par exemple, en individuel, ça se déroule mes accompagnements autour d'environ 5 séances.
5 séances à l'échelle d'une vie, c'est pas forcément quelque chose qui va révolutionner totalement sa manière d'être, mais ça permet de planter une graine qu'il est possible, en fait, de se comprendre, qu'on n'est pas un extraterrestre. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Non, en fait, vous n'êtes pas un extraterrestre, vous êtes un être humain avec des besoins, avec des envies, avec des motivations, avec, plein de très belles choses et du coup, alors peut-être que vous êtes un extraterrestre et qu'on est, que des extraterrestres sur terre finalement, mais en se comprenant, en fait, on permet, aussi on se permet aussi, d'être en meilleure relation avec les autres. Parce que si on arrive à se comprendre, on arrive à exprimer son besoin et si on arrive à exprimer son besoin, en général, on est moins dans le conflit. C'est vrai, c'est très, très juste. Super. Je te remercie beaucoup pour toutes ces explications pleines de positivité et d'espoir. J'ai une dernière question pour toi, Fanny. La question un peu, phare, de mon podcast. Et la question est ta 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 ta. Quelle a été ta plus grosse sortie de zone de confort et si tu es OK avec le fait de nous la partager? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est pas une question simple pour moi, parce que je crois que j'ai une nature un peu fonceuse. Et du coup, ma vie entière a été une sortie de zone de confort. J'ai enfin voilà, j'ai tendance à enfin j'avais tendance, maintenant que je me connais mieux, c'est peut-être plus simple, en tout cas être très fonceuse et après à réfléchir. Mais je te dirais ces dernières années, ma plus grosse sortie, de zone de confort, heu, il y en a eu 2 presque simultanées, donc je te partage les 2. Voilà, en bonus. OK, Ça a été de merci. voilà, du coup, double réponse. La première ça a été de créer mon entreprise en 2020 et d'animer, des réseaux sociaux parce que vraiment j'y connaissais strictement rien, que ce soit en entrepreneuriat, en réseaux sociaux, tout ça, ça a été vraiment une très, très grande sortie, de zone de confort, moi qui avais connu que le salariat toute ma vie et presque simultanément, en fait, j'ai fait une reprise d'études à l'université, en licence de psychologie. Du coup, bah, c'était il y a 2 ans, donc à 35 ans et ça, c'est une sacrée sortie de zone de confort aussi, de me remettre, aux études, à cet âge-là. Ah ouais, c'est clair et bah, écoute, félicitations pour ces belles sorties de zone de confort. Merci. J'espère qu'elles ont, pu t'enrichir et t'apporter plein de choses. Oui, bah, complètement parce que, bah, finalement, sortir de sa zone de confort, ça permet surtout, bah, de progresser, d'évoluer, de surmonter ses peurs donc ça m'a apporté énormément. Et bah, ça s'entend quand tu parles, ça s'entend au son de ta voix et c'est trop, trop bien. Je te remercie beaucoup, Fanny. Merci à toi. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais peut-être, dire à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'ils ou elles peuvent te retrouver? Alors vous pouvez me retrouver, sur Instagram, je suis assez active, hein, sur mon compte, qui s'appelle fanny.sofro tout simplement, ou, sur, mon site internet, qui est, www.f comme Fanny, W sofro.com où, j'ai mis pas mal d'informations, notamment sur l'ikigai, si vous avez envie, de creuser le sujet. OK, super et bah, je te remercie beaucoup. Je mettrai toutes les informations en description pour que les personnes puissent te retrouver et puis voilà, je te remercie encore, merci infiniment. J'aurai jamais assez de merci parce que c'était très enrichissant. C'était un très bel échange. Bah, un grand, grand, grand merci à toi. C'était, pour cette belle opportunité, justement de faire connaître l'ikigai et pour tes questions très pertinentes, qui m'ont permis, de bien réfléchir, ce que j'aime beaucoup. C'est dans mon ikigai. Merci beaucoup, Émilie. Et merci à toi, à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram @sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.